Non, je ne suis pas bouddhiste, je ne crois ni en Bouddha ni en Christ. Je ne crois pas en Dieu, je crois en mon père et en ma mère. Eh bien, le voici, l'érag. C'est du lait de jument fermenté. J'aime ton style, mec. Je veux dire, avec les boucles d'oreilles. As-tu déjà bu de la vodka? Oui, de la vodka. Je suis ivre. Bienvenue en Mongolie. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Non, non, pas de bagarre. Mais toi, Arara. Espagne, Espagne. Box. Non, 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 pas de boxe, pas de boxe. Pas de boxe, paix. Non, non. Non, 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 merci, merci. Madré, on commence bien. Le type était complètement saoul. Bonjour depuis les collines d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, terre de nomades et du conquérant Gengis Khan. J'ai quelques heures avant de prendre l'avion pour ma prochaine destination et je veux découvrir un peu plus la ville. Alors allons-y. Quand on entend parler de la Mongolie, on pense généralement à de grandes plaines désertiques, des montagnes et des lacs gelés, avec des bergers parcourant ces terres à cheval, tenant un aigle sur l'un de leurs bras, comme le faisaient jadis leurs ancêtres en conquérant une grande partie de l'Asie. Bien qu'on puisse encore voir ces scènes aujourd'hui dans le pays mongol, la réalité est qu'au cours du dernier siècle, la Mongolie a connu de grands changements dans l'organisation de sa société et de son économie. Elle s'est passée d'une société féodale nomade pendant des siècles à un pays doté d'une économie planifiée socialiste et allié de l'Union soviétique au début du siècle dernier. Après sa chute, l'économie de marché s'est centrée sur l'élevage et l'industrie minière, accentuant les écarts de richesse. Au cours des 3 dernières décennies, un mouvement migratoire des campagnes vers la capitale s'est produit parmi les éleveurs nomades, provoqué principalement par l'effondrement du bloc soviétique. Et une succession d'hivers rudes et prolongés, connus localement sous le nom de Dzoud, qui ont décimé des millions de têtes de bétail et ruiné l'économie des éleveurs. Sous l'influence soviétique, la mobilité régionale était restreinte. De plus, le secteur agropastoral fonctionnait selon le système des fermes collectives d'État, où l'État attribuait les ressources et garantissait l'emploi. La transition soudaine vers une économie de marché libre a démantelé ce système, privatisant le bétail et laissant les bergers sans soutien logistique et financier de l'État. Avec peu d'alternatives et la fin des restrictions de mobilité, un exode massif des campagnes vers la capitale a eu lieu et continue aujourd'hui. Sans avoir accès au marché immobilier formel, les migrants ont choisi d'installer leurs gers, les yourtes traditionnelles, sur des parcelles dans les collines avoisinantes de la ville, donnant ainsi naissance aux actuels quartiers de gers. En recherchant rapidement sur Internet, les premiers titres concernant Oulan-Bator apparaissent immédiatement. C'est la capitale la plus froide du monde où l'on enregistre les températures les plus basses, comme en témoigne ma barbe en ce moment. Je crois qu'il fait moins 23 degrés, c'est ce que montre le téléphone. Moins 20 et quelques. Le deuxième titre, c'est la capitale la plus polluée du monde, ou l'une des plus polluées. La raison n'est pas seulement les gaz émis par les cheminées des usines et des centrales thermiques que vous pourrez voir et qui dessinent la silhouette de la ville, mais aussi un fait très curieux, c'est qu'il y a une migration massive de la campagne vers la ville. Si vous venez par ici et que vous jetez un coup d'œil rapide autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de yourtes, comme celle que j'ai juste devant moi. Ces quartiers ont rarement des canalisations ou de l'électricité, et la plupart des yourtes, comme vous pouvez le voir, sont chauffées par un poêle relié à une cheminée. On peut aussi voir ici des cheminées qui fument, que ce soit à cause de la cuisine ou du poêle qu'ils utilisent, et tout cela contribue à détériorer la qualité de l'air de la ville. C'est plein, regardez, ici il y a une yourte, celle-ci fume. Là-bas, ils cuisinent ou se réchauffent. Mais il y en a encore plus ici. Vous pouvez voir que dans ce cas, en plus de la yourte, ils sont en train de construire une maison. J'imagine qu'ils commencent par amener la yourte, puis petit à petit, ils s'installent. On peut voir comment les yourtes cohabitent dans la cour avec d'autres maisons, et c'est un peu comme un quartier de bidonville. Ça me rappelle qu'en Espagne, ce phénomène a existé.
Avec l'industrialisation du pays, les gens quittaient la campagne pour venir en ville et les quartiers de bidonvilles ont fleuri. Sauf qu'ici, c'est en version nomade mongole. Comme vous pouvez le voir, eh bien ici, il y a très peu de lumière, il y a de l'électricité, quelques lampadaires, mais ce n'est pas asphalté. On peut voir qu'il y a des déchets, c'est un peu sale, non? Pas entretenu. Regardez, c'est ce que je vous disais. Ici, vous pouvez voir la yourte et la maison en briques. Et les toilettes, ici, à l'écart de la maison, cette petite cabane Bordeaux. Ça doit être les toilettes. Ce sera sûrement un trou dans le sol, enfin une latrine comme on en a toujours eu. Cette partie est éclairée, mais si vous allez sur la colline, d'où je viens, là-bas non. Par exemple, là-bas au fond, on voit qu'il n'y a presque pas de câblage. Et regardez, à quelques mètres d'où j'ai commencé la vidéo, il y a là un contraste, une école. Qui imaginerait qu'au milieu de yourtes et maisons en bois se trouve une petite école, aussi normale que possible, avec son petit parc, ses couleurs bien décorées. Pour que vous ayez une idée de l'ampleur de cette migration de la campagne vers la ville, la Mongolie compte, selon les statistiques, environ 3,5 millions d'habitants actuellement, dont la moitié vit dans la capitale, à Oulan-Bator. La Mongolie est le pays le moins densément peuplé du monde aussi. Un autre titre. Et ici, vous pouvez voir, à cette intersection, comment le quartier améliore ses infrastructures. Ici, des chemins en pierre et en terre, et ici, nous avons déjà du bitume. Celle-ci serait comme l'avenue principale. Des stalactites se forment déjà sur la moustache à cause du froid. Et si vous étiez curieux de savoir à quoi ressemblent les épiceries ici, dans ce quartier, en voici une. Allons jeter un coup d'œil. Voyons ce qu'ils ont. Eh bien, la première chose que vous pouvez voir, c'est le bois de chauffage pour les poêles, ici, qu'ils vendent dans ces paquets, dans ces sacs. Ouais. Voyons s'ils ont de l'érag, qui est une boisson à base de lait. Bonjour, je suis touriste. Parlez-vous anglais? Je ne sais pas bien parler anglais. Érag, boisson. Boisson. Ah, érag. Veux-tu boire du coca? Du coca? Non, non, pas de coca. Airach. Qu'est-ce que c'est? Bière? Alcool. Alcool, d'accord. Tu veux? Non, non, merci. C'est combien? Vas-y, passe en premier. Combien ça coûte? Alcool, je te le paie. Tu ne peux pas payer? Tu n'as pas d'argent? Il n'y a pas d'internet. Je t'invite. C'est combien? Je vois qu'il a du mal à payer. Attends, je vais t'aider. Même s'il est ivre, je ne devrais pas. Combien ça coûte? Non, non. Oui, je t'invite, je suis touriste. Touriste, d'accord? Merci beaucoup. C'est le nouvel an mongol, alors. Prends-le comme un cadeau. Merci, frérot. Combien ça coûte? Combien c'est? 24 000 tundriks. D'où viens-tu? Je viens d'Espagne. Espagne. Tu connais? Madrid. Oui, frère. Tiens. Merci, frère. De rien. Bienvenue en Mongolie. Merci. Au revoir, mon frère. Ok. Take care. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Prends soin de toi. As-tu de l'érag? De l'érag? Airago. Ici? Airag. Uh-huh. Here. No? Oh, d'accord. Ils avaient en divers alcools et vodka, comme vous l'avez vu, mais pas d'érag, une boisson au lait fermenté. Nous allons continuer notre route, et voir si je la trouve plus au centre, dans un supermarché, car j'ai envie d'en boire une gorgée.
Au fait, pendant que je filme ceci, c'est le nouvel an lunaire ici en Mongolie. Bon, c'est aussi en Chine et dans d'autres parties du monde, mais ici en Mongolie, là où je suis, on voit que tout tourne un peu au ralenti, les gens font la fête, célèbrent, sont ivres, comme vous avez pu le voir. D'abord le jeune garçon, celui qui demandait de la bière, et ensuite l'autre monsieur qui s'est acheté une bouteille de vodka. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup de gens ivres. En plus, ici en Mongolie, je me suis rendu compte qu'ils sont coriaces, hein. Ils aiment l'alcool, ils y vont fort. Essayons cet autre magasin pour voir s'ils en ont. Merci. Regarde, ici ils portent le costume traditionnel. Bonjour. Ayrag? Ayrag. Ayrag. Ayrag, tu en as? Ayrag, tu en as? Oui. D'accord. Ce magasin est plus grand, il a plus de variété. On dirait un petit supermarché de quartier. Ouais. C'est de l'Ayrag de Mongolie, n'est-ce pas? Oui, c'est de l'Ayrag. D'accord, merci. Vous habitez ici, dans ce quartier? Oui, D'accord, et c'est bien? c'est bien. J'aime ton style, mec. Merci, mec. J'aime bien les boucles d'oreilles, c'est très cool. Combien ça coûte? Ça- D'accord, 9500, ce qui fait environ 2 euros. Merci. Eh bien, le voici. C'est ce que je cherchais. Finalement, c'était plus simple que prévu après un premier échec. L'aérog, c'est du lait de jument fermenté. Je n'en ai jamais goûté, honnêtement, j'ai goûté d'autres choses similaires, des boissons à base de lait comme l'airan, mais jamais de lait de jument. Et ici en Mongolie, le régime alimentaire, la base de leur alimentation, c'est la viande et les produits laitiers. À votre santé. C'est vraiment amer. Bonjour. Bonjour. Ouh. L'airag est fort. Comme il ne pourrait en être autrement, ici en Mongolie tout est fort. Ça a un arrière-goût de fromage cabralès, je vous jure. De fromage bleu pour ceux qui ne connaissent pas le cabralès, fromage bleu. Eau du roquefort, eau du gorgonzola. Mince, c'est comme boire un gorgonzola pratiquement. Il a un arrière-goût, mais au début ce n'est pas ça, c'est amer. Je n'arriverai jamais à le finir, même pas en rêve. Ça doit contenir de l'alcool. Non, on dirait pas. J'ai du mal, hein. Pourtant, j'aime les fromages et les produits laitiers. Mais là, c'est un autre niveau dans l'échelle des saveurs. C'est plus acide qu'amer, bien sûr. Acide serait le terme juste. Et si je me mets en mode critique culinaire, je dirais même qu'il y a une première note de cidre. C'est étrange, mais je ne sais pas comment décrire les saveurs que l'on ressent. Ayrag, ça a été un plaisir de te rencontrer. C'est très fort pour une première rencontre. Peut-être qu'à l'avenir, je m'y habituerai. Je pense que je vais te laisser là, à moitié pour l'instant. Bon, allez, un petit peu plus, qu'on ne dise pas que ça m'embête de laisser les choses inachevées.
Vous avez des enfants? Oui. Oui, 3, 2 filles et un garçon. Ils savent monter à cheval? Oui, oui, c'est ça. Une grande fille. 18. Oh, d'accord. Ah, non, non, c'est Ribonacte. Oui, une tête, Ribonacte. Donc lui, 2 ans. Non, non, mon bon. Fille, elle est jeune, pas mal non plus. Hein, Ribionec? Femme aussi. Oui, quand elle était toute petite, elle avait... 9 ans et il fait tourner la moto. Et ta femme, quand elle était petite, elle est jeune? Oui. Elle est jeune, Protevelette, Oulan Bator. 3 là-bas. 3 au village. Oulan, 3 Trèvenigré. À 3. 3. Une embattoir. Village, non, non. Grand Aga. Le lait le plus délicieux de Mongolie, c'est du lait de jument. Oui. Vous en buvez tous les jours, non? Oui. Oui, non. Pas tous les jours? Non, pas tous les jours. Ah, ça me plaît. J'aime les litres. 5 litres. 5 litres. 5 litres. 5 litres. Tu vois, bouddhiste. Oui. Bouddhisme. Bouddhiste. Ah. Non, je ne suis pas bouddhiste. Tu ne crois pas? Pas bouddhiste, bon. Ce n'est pas le Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu, papa. Maman, viens. Je comprends, maman. Tu lui as appris le russe quand il était petit? Oui, à l'école? Oui, quand il était petit, n'est-ce pas? À 34 ans, ouais. La langue. À 34 ans, oui. La prochaine étape de l'itinéraire à Oulan-Bator est cette colline, où se trouve un monument dédié aux soldats soviétiques et mongols qui ont combattu ensemble pendant la Grande Guerre patriotique, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est dommage que ma caméra soit tombée en panne quand je parlais avec le chauffeur de taxi. Il me racontait, ensuite j'ai filmé avec le téléphone et sauvé quelque chose. Mais il me racontait, pour vous mettre dans le contexte, qu'il était né ici à Oulan-Bator, mais que sa femme était nomade, de celles qui étaient intervenues de la campagne, des zones rurales, ici. Ici, le paysage de cette partie de la ville change déjà beaucoup. Que des immeubles d'habitation, enfin de grands immeubles de hautes tours en béton, et les yourtes, là où j'étais avant, c'est de l'autre côté de la ville, sur ces collines que vous voyez, principalement. Je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra maintenant, mais cette colline-là, celle qui semble être juste de la terre, c'est là où j'ai été. J'ai jeté un coup d'œil. Je suis déjà là. Putain, vous avez vu comme le vent souffle fort. J'ai les oreilles qui gèlent. Le monument, en plus d'être dédié aux soldats, comme je l'ai dit tout à l'heure, symbolise aussi l'amitié entre l'Union soviétique et la Mongolie, la République socialiste de Mongolie. Il a été construit entre 1969 et 1971 et il ressemble à beaucoup d'autres monuments que l'on trouve dans l'ancienne Union soviétique. Il s'agit d'une grande statue du soldat avec un drapeau et la faucille et le marteau au sommet. Et à l'intérieur, il y a un cercle avec des illustrations, dans ce cas-ci des mosaïques. Regardez les illustrations, comme c'est magnifique. Ici, les cosmonautes avec les pionniers, un soldat avec les colombes de la paix, des ouvriers de la métallurgie. Ici, vous pouvez voir les soldats avec les étendards allemands, nazis, jetés au sol, et en même temps, les 2 soldats avec les drapeaux de l'Union soviétique levés bien haut. On peut voir différentes scènes, comme des soldats embrassant des enfants, des femmes et des mères pleurant la perte de leurs fils et de leurs maris. Ce qui semblent être des soldats soviétiques et mongols se serrant la main dans un geste de fraternité. Il y a aussi celle-ci, très frappante. Ce sont les Mongols en costume traditionnel, une femme allaitant son nouveau-né et les soldats de l'armée rouge recevant un cadeau de la femme. D'autres soldats en position d'attaque, on aperçoit ici et là quelques mitrailleuses. Et au centre, ici il devrait y avoir la flamme éternelle, mais comme vous pouvez le voir, la vitre qui la protégeait est brisée et elle est éteinte. Je trouve ça étrange. Ils n'en prennent pas soin. J'ai regardé dans les arbres, il y a plein de moineaux. Waouh! Je n'avais pas vu, ils se fondent dans les branches.
Je voulais dire qu'ils ont accroché ici ces petits drapeaux typiques du bouddhisme, dont j'ignore le nom. Comment les moineaux survivent ici, c'est incroyable avec ce froid. On les voit plus dodus, avec plus de plumes, sinon évidemment, comment tiendraient-ils le coup? Ceci doit être la partie la plus aisée de la ville, comparée à l'endroit où j'étais ce matin, et ils construisent encore plus de bâtiments là-bas. Et regardez, maintenant, on comprend pourquoi c'est l'une des villes les plus polluées. En plus du fait qu'ils utilisent encore des poêles à charbon et à bois, la topographie du terrain, là où est situé Oulan-Bator, c'est justement ça, comme une sorte de vallée entre les montagnes, de chaque côté. Et cela fait que toute la fumée et tous les gaz s'accumulent. Ici, à côté du monument, vous avez ces plaques commémoratives des batailles les plus importantes, j'imagine. En fait, regardez, il y a aussi des plaques commémoratives, 1921 et 1922. Là, vous pouvez lire sur d'autres médailles commémoratives les inscriptions. Nos grands-pères avaient raison ou ils avaient raison, c'est pour cela que nous avons gagné. Une autre dit « pour la prise de Berlin ». En 1924, après que l'Union soviétique l'a aidé à obtenir son indépendance, la Mongolie est devenue le deuxième pays au monde à adopter le socialisme après avoir proclamé la République populaire de Mongolie. Durant les 2 siècles précédents, elle était appelée Mongolie extérieure, sous l'influence de la dynastie mandchoue des Qing. Jusqu'à ce qu'après une période d'instabilité et de révolution au début du siècle dernier, le mouvement révolutionnaire de Lénine et son armée rouge entrent dans le pays, mettant fin à des siècles de vassalité et de stagnation industrielle. Dès lors, la Mongolie entama une forte dépendance économique, politique et militaire envers l'Union soviétique, tout en maintenant un équilibre dans ses relations extérieures avec l'Union soviétique et la Chine au début. Après la rupture des relations sino-soviétiques, à la fin des années 50, la Mongolie finirait par jouer le rôle d'un État tampon aligné sur l'URSS, avec des frontières fortement armées. Parmi les avancées et réalisations de cette période, on peut citer par exemple l'alphabétisation de la population, qui est passée de 10% à plus de 90% après l'adoption de l'alphabet cyrillique en 1941, la création d'universités et d'écoles pour les enfants des nomades, la modernisation de l'élevage et l'introduction de l'agriculture intensive, l'émancipation de la femme, l'interdiction du mariage des enfants, la création de villes industrielles ou la construction du chemin de fer transmongolien, comme vu au chapitre précédent. Et une autre chose que vous pouvez trouver ici, au pied de la colline où se trouve le monument que je viens de voir, c'est cette faucille et ce marteau avec un symbole bouddhiste, le yin et le yang. Je ne sais pas comment s'appelle l'ensemble du symbole, mais je l'ai vu assez souvent ici, à Oulan-Bator. Curieux mélange, n'est-ce pas ? Et je dis curieux parce que, au moins pendant les premières années de l'Union soviétique, il était mal vu de pratiquer une religion, non ? Que ce soit chrétienne, musulmane ou bouddhiste. D'ailleurs, regardez le chauffeur de taxi qui m'a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, qu'il était athée. Je suppose que c'est une réminiscence de cette époque. Et ici, juste à côté, vous avez le char classique que l'on peut aussi trouver dans les anciens pays de l'Union soviétique. Tout à l'heure, je me suis trompé, le monument aux soldats soviétiques de tombée, c'est celui-ci, avec le char. Là, on peut lire « Mémorial aux soldats soviétiques, éternel comme le soleil dans le ciel, sacré comme le feu sur la terre ». J'imagine que cela fait référence à la gloire des soldats. Et vous pouvez voir qu'il y a le drapeau de la Mongolie et le drapeau de la Russie, mais pas celui de l'Union soviétique. Détail important. Ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis venu filmer le Bouddha que vous avez ici. Et regardez sur quoi je suis tombé. Des chevaux. En train de paître, ici dans le parc. Mais bon, ça on ne peut le voir qu'en Mongolie. Waouh! Ils ont un sacré plage. Bien sûr, c'est pour résister au froid, comme les moineaux. Ils mangent seulement des feuilles mortes. Oui. Ne vous disputez pas, voyons. Ils sont petits. Mais ils ont l'air costauds, bien larges. Voici 3 d'entre eux. Et ici, vous en avez 4 autres. Que dis-je, 4, 6. Eh bien, ils sont jolis. Je n'avais jamais vu un de ces chevaux en vrai. Ne croyez pas qu'on est très loin du centre-ville, au contraire. Je dirais même qu'on est assez près du centre. En fait, regardez, il y a plein d'immeubles résidentiels. Et les voilà.
Et à propos de cette amitié entre l'Union soviétique et la Mongolie, voici. Une mosaïque de cette époque en parfait état et magnifique. Le problème, c'est qu'il fait déjà nuit et on ne peut pas en profiter pleinement. En fait, on sent vraiment que le soleil est parti parce que, franchement, je suis en train de geler. Le truc, c'est de toujours bouger, car dès que tu t'arrêtes, même la plante des pieds te fait mal. Vous avez des images qui évoquent les travailleurs, l'agriculture, les bergers, les traditions d'ici, de Mongolie. Vous pouvez voir les chevaux, des femmes qui recueillent du lait, des costumes traditionnels et aussi ce qui semblent être des ouvriers. Non, de l'industrie. Parmi les plus beaux et mieux conservés que j'ai vus. Et à quelques mètres seulement de la mosaïque que je viens de voir, il y en a une autre, mieux éclairée et avec une thématique liée à l'industrie, non. Comme vous voyez, si l'autre concernait l'agriculture et l'élevage, celui-ci est purement industriel. Il est aussi très bien conservé, c'est un plaisir. Regardez et lisez là-haut. Erdenet, Daryan, Baganur, Jotol. Ce sont des villes où se trouvait l'industrie la plus importante de Mongolie. Ve, Il buvait. Cointereux en russe, on dit « Que voulez-vous » Ah. Ah. Cheers. Kalintons, vous voyez, Pili, de la vodka. De la vodka. Oui, oui. C'est Qu'est-ce que c'est? Tu vis ici? pas depuis très longtemps, non. Je ne sais pas, tu ne le sais pas, d'accord. Tu es touriste. Tu es touriste. Tu es touriste ici. Tu viens d'où? Espagne. Ouh, Madrid, Espagne. Je suis... Non, tu n'es pas touriste. Espagnol. Espagnol, moi. Je suis un peu touriste. D'accord, d'accord. Comme espagnol. Merci. Espagnol, comment vous appelez-vous? Vous vous appelez Victor. Mais toi... Как? Espagnol. Je suis yak. Hein? Il fait froid, il fait froid. Ah ah. Oui, 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 oui. Jolo. Cette vidéo doit être celle où le plus de personnes ivres sont apparues. Ici, je l'ai déjà dit avant, ils boivent beaucoup. Gardez aussi à l'esprit que ce sont des fêtes, non? Donc ils sont en train de célébrer. Et comme disait la dame, il fait un froid de canard. J'ai regardé et en ce moment, il fait moins 22, mais chaque heure, ça va descendre jusqu'à moins 27 à mesure que la nuit tombe. Regardez comme il fait froid ici. Il y a des statues de glace dans la rue. On va essayer ce toboggan de glace, non? On n'a pas l'occasion tous les jours. J'espère que je ne vais pas trop me mouiller les fesses. C'est parti! Bon, ce n'était pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide, hein. Voici Gengis Khan, l'empereur, conquérant, figure emblématique de l'empire mongol, et une figure qui reste très présente aujourd'hui pour tous les Mongols. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Gengis Khan a réussi à unifier toutes les tribus nomades mongoles, en détruisant tout sur son passage d'ailleurs, et en faisant de ses troupes des archers à cheval expérimentés, qui étaient parmi les plus redoutés du monde à cette époque. Les origines du peuple mongol se trouvent dans les vastes steppes d'Asie centrale et jusqu'à l'apparition de Gengis Khan au XIIe siècle. Traditionnellement, il regroupait des clans, confédérations et tribus turques et toungouzes sans identité nationale unifiée, en concurrence permanente pour les ressources. Grâce à son habileté militaire, à ses réformes et à une diplomatie stratégique, Gengis Khan parvint à unifier les clans et, en quelques décennies, il étendit ses territoires des côtes de la Chine jusqu'à l'Europe de l'Est, formant ainsi l'empire contigu le plus vaste de l'histoire. Sous son règne, des innovations telles qu'un code juridique régissant les aspects civils et militaires, connu sous le nom de Yassa, ou un système de poste et de messagerie rapide assurant une communication efficace dans tous les territoires, furent mises en place. Cette période de domination permit ce que certains historiens qualifient de Pax Mongolica,
une ère de relative stabilité qui favorisa la réactivation des routes commerciales et, par conséquent, l'échange de biens, de religions, de sciences et de technologies entre les civilisations. Malgré cela, la vaste dimension de l'Empire et les différences culturelles entre les régions conquises, ajoutées à la crise de succession, provoquèrent une fragmentation progressive en plusieurs khanats. Et au fil des années, le noyau mongol d'origine finirait par passer sous le contrôle de la dynastie mandchoue des Qing. Une autre chose qui m'a paru curieuse à Oulan-Bator, c'est ce monument dédié aux Beatles, le groupe de pop-rock emblématique des années 60 et 70, connu dans le monde entier. Cependant, ils n'ont jamais joué ici en Mongolie, mais l'histoire derrière ce monument est très particulière. Il se trouve que, comme la Mongolie était un pays très fermé, ou du moins fermé à ce type d'influence occidentale, les jeunes se réunissant sur cette place pour chanter et écouter des chansons des Beatles, d'une manière un peu illégale pour ainsi dire. Et au fil des années, et à l'initiative d'un chanteur mongol, d'un musicien mongol, ils ont érigé ce petit hommage que vous avez au centre d'Oulan-Bator. Comme il ne pouvait en être autrement, je suis venu manger, enfin dîner plutôt, il n'est plus l'heure de manger, en réalité c'est l'heure du dîner, et pour goûter la bière locale. Golden Gobi. Le gobi doré, le désert du gobi doré. On m'a dit qu'elle était très bonne, alors comme toujours, à votre santé, je bois pour vous. L'endroit où je suis allé, pour être honnête avec vous, ce n'est pas le plus typique que j'ai pu trouver. Je parle de la décoration, des plats, même s'ils ont de la nourriture typique, mais c'est très orienté vers le style bavarois, non? De Bavière, oui, regardez les verres, la décoration aussi. Style Oktoberfest, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'ils diffusent des jeux vidéo. En particulier Counter-Strike, un jeu auquel je jouais, quand j'avais environ 12 ans. C'est la première fois que je vais dans un bar où ils diffusent un championnat ou des jeux vidéo en ligne. Dans n'importe quel autre bar, ils diffuseraient du football, non? Ou je ne sais pas, du basket ou les jeux d'hiver, n'importe quel sport. Voici le premier plat, un foie d'agneau avec de la graisse, vous pouvez le voir ici. Je ne suis pas trop du genre à manger ces choses-là, le foie en particulier, mais bon, cuisine traditionnelle, la fille m'a dit que c'est traditionnel d'ici. Et il y a aussi un peu d'oignon, ça aide sûrement à mieux supporter le froid. À votre santé, je salive déjà, allez. Très bon. C'est exactement ce qu'il me fallait pour me réchauffer. Regardez, pour que vous puissiez bien voir, vous voyez la graisse et le foie. J'ai aussi commandé ces empanadas farcies à la viande, un autre plat typique que j'ai goûté en Asie centrale. Et on en trouve partout dans le monde, non? En Asie centrale, on les appelle tchebureks, c'est de la pâte frite farcie à la viande. Alors, à votre santé, à vous tous. Voilà. Je vais tranquillement finir mon dîner et ma bière. On se voit tout de suite. Et comme on a commencé la vidéo par les quartiers de Gers, de Yurt, les plus récents, je suis maintenant venu ici pour la terminer dans le tout premier quartier, le plus ancien, où ces nomades se sont installés. Ici, vous pouvez voir un gers, une yourte clôturée, mais entourée de bien meilleures infrastructures que celles que nous avons vues ce matin, en plein milieu de la ville. Ce quartier se trouve à quelques rues seulement du centre-ville. Et bon, j'ai l'impression qu'ici, leur présence n'est plus que symbolique. Parce que, comme vous pouvez le voir, la plupart des rues y sont déjà asphaltées, il y a l'électricité, des immeubles, avec tout le confort correspondant à une ville. Canalisation, eau, chauffage. Je suis venu ici, dans le premier quartier de Yurt, de Gers,
pour donner un peu plus de contexte sur cette migration massive et les problèmes que cela implique. Ils se trouvent maintenant à un carrefour, donc l'une des solutions que le gouvernement cherche, c'est de construire des appartements, les immeubles classiques, n'est-ce pas? Des appartements que nous avons vus auparavant, et échanger les terres contre un appartement. Mais bien sûr, beaucoup de ces gens ne veulent pas renoncer à leur petit bout de terrain, aussi pauvre soit-il, pour aller vivre dans un appartement de 40 mètres carrés. Regardez, il n'y a déjà plus beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Par exemple, dans cette yourte, on voit de la lumière, il doit donc y avoir des gens. Et ils ont aussi leur latrine ici. Ce sont les résistants, pour ainsi dire, ceux qui refusent d'abandonner ce premier quartier de yourte. Et c'est très curieux de voir le contraste, ici on le voit bien, des rues non asphaltées et juste à côté tout le confort de la grande ville. Allons-y. Ici, par exemple, vous pouvez voir une parcelle déjà vidée, sans la yourte, mais qui appartenait sûrement à un nomade qui a déjà déménagé et a maintenant vendu la parcelle. Regardez, on peut même voir ici des parcelles déjà bien mieux aménagées, avec leurs portes en métal, leurs planches bien installées. Eh bien, avec cette belle vue sur le temple bouddhiste du quartier des Yourtes, je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cela aussi intéressant pour vous que pour moi et que cela vous a plu. Et comme je le dis toujours, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Они проверяют, что никто не нарушает никакой пьяный, да? А там все? Угу. Всё. Вот это да. И Сахи, да? Сахи. Саха есть, и Саха. тунгусы тоже есть, ливаны. Это рок Шахатова y национальный узор. Puede ver en el mapa que incluso está marcada la carretera de hielo.